Nous poursuivons notre cours sur les vertébrés avec la classe des amphibiens. Donc un petit rappel au niveau systématique. Nous sommes dans le sous-embranchement des gnatostomes, la superclasse des tétrapodes et la classe des amphibiens. Les amphibiens que l'on appelle aussi batraciens. Amphibien vient du terme amphi qui veut dire double et bios, vie, et batracien viennent du mot grec batrakos qui veut dire grenouille. Ce sont les premiers tétrapodes qui sont apparus sur Terre. Au niveau de leurs caractères généraux, on peut dire que ce sont des vertébrés qui sont généralement tétrapodes avec 4 doigts aux membres antérieurs et 5 doigts aux membres postérieurs, à l'exception des gymnophiones. Ce sont des anamniotes, c'est-à-dire que leurs embryons n'ont pas d'amnios, mais seulement la vésicule vitelline comme annexe fétale. Ce sont des poikilothermes, on peut dire aussi hétérothermes, et là ça veut dire que leur température centrale varie avec les conditions thermiques du milieu extérieur. Leur peau est nue, donc elle ne possède pas de phanère, mais par contre elle possède de nombreuses glandes tégumentaires. Parmi ces glandes, il y a les glandes muqueuses qui sécrètent le mucus et ce mucus va permettre de maintenir l'humidité cutanée, c'est-à-dire l'humidité de la peau. Les glandes séreuses qui sécrètent des substances toxiques. Au niveau de la respiration, elle est branchiale chez la larve et pulmocutanée chez l'adulte. Donc chez l'adulte, la respiration se fait par les poumons et à travers la peau. Leur fécondation est externe, sauf chez les gymnophiones. Donc là, pour les gymnophiones, vous avez remarqué qu'on a noté 2 exceptions, on y reviendra ultérieurement. L'œuf va se développer dans l'eau et il donne une larve aquatique que l'on appelle tétard. Ce tétard est nageur et à respiration branchiale. Cette larve va subir une métamorphose pour se transformer en adulte qui est plus ou moins terrestre, marcheur et à respiration pulmo-cutanée. Et donc là, il va mener une vie amphibie. Nous avons ici un cycle de développement d'un amphibien. Alors, nous voyons ici la ponte. De ces œufs va sortir des têtards. Donc, vous voyez ce tétard qui présente une queue qui est natatoire. Et là, nous avons plusieurs stades de développement de ce tétard. Alors, au cours du développement, on voit apparaître les pattes, d'abord les pattes postérieures, et ensuite, au stade suivant, on voit apparaître les pattes postérieures. Et au stade adulte, pour arriver au stade adulte, il subit une métamorphose au cours de laquelle on va voir qu'il y a disparition de certains organes. Donc, si nous voulons donner une définition de la métamorphose, on dira que c'est un ensemble de processus qui aboutissent au passage d'un plan d'organisation et de fonctionnement à un autre. Elle se caractérise par l'apparition d'organes nouveaux, donc on va voir apparaître les pattes, et la transformation et la disparition d'organes larvaires. Dans certains cas, ce sera les branchies et dans d'autres, ce sera la queue. La classe des amphibiens est subdivisée en 2 sous-classes. La sous-classe des absidospondyles, dans laquelle on va distinguer l'ordre des labyrinthodontes qui sont fossiles,
mais qui ne seront pas étudiés ici, mais il faudra quand même les citer, et l'ordre des anoures. La deuxième sous-classe, c'est celle des urodélomorphes. Dans cette classe, il y a l'ordre des lépospondyles, là aussi c'est un ordre fossile, et l'ordre des urodèles, et finalement l'ordre des gymnophiones, que l'on appelle aussi les apodes. Donc, dans la sous-classe des absidospondyles, nous allons étudier un seul ordre, c'est celui des anoures. Anoures, on retrouve l'origine A qui veut dire sans et nouré qui veut dire que. Il présente un corps qui est court et trapu, c'est-à-dire plus ou moins ramassé et plus ou moins globuleux. On va noter l'absence de queue chez l'adulte. Précision importante, chez l'adulte. Les pattes postérieures sont plus longues que les antérieures et elles sont adaptées au saut et à la nage. Ces pattes apparaissent en premier au cours du développement. Le passage de l'état larvaire à l'état adulte va se faire par une métamorphose qui est progressive, une métamorphose progressive dans le temps. Si on veut faire une comparaison entre larve et adulte, donc la larve que nous avons ici, la larve que l'on appelle aussi tétard, et un adulte là. La larve est dulcicole, mais l'adulte est plus ou moins terrestre. La larve va respirer par 3 paires de branchies qui sont d'abord externes et qui deviennent ensuite internes. L'adulte va avoir une respiration pulmo-cutanée. La larve possède une queue natatoire, tandis que l'adulte n'a pas de queue, d'où l'appellation d'anoure. Si on regarde comment se déroule la métamorphose chez les anoures, nous avons ici un tétard à l'éclosion avec des branchies externes. Au stade suivant, on retrouve toujours le tétard avec ses branchies externes et on notera qu'il y a un début de développement de la queue. Au stade suivant, les branchies ont disparu, elles sont devenues internes et la queue, on notera aussi qu'elle se développe de plus en plus. Le stade suivant, on va noter l'apparition des pattes postérieures. Et le stade qui vient après, on va avoir un tétard avec 4 pattes, les pattes postérieures plus développées que les pattes antérieures. Et on pourra tout de même noter qu'il y a un début de réduction de la taille de la queue. Le stade suivant montre la régression, donc la diminution de la taille de la queue, et finalement, cette queue va disparaître totalement. Si on doit déterminer un anoure, donc on va voir les critères qui permettent de le déterminer, et ces critères, ce sont ceux qui interviennent dans la systématique. Alors, tout d'abord, on va parler des glandes parotoïdes. Ces glandes parotoïdes, ce sont des glandes qui sont situées à l'arrière de l'œil, donc une glande de chaque côté de l'œil ou à l'arrière de l'œil, et ces glandes sécrètent des substances toxiques. Donc, elles font partie de la catégorie des glandes séreuses. Alors,
pour ces glandes parotoïdes, on va observer est-ce qu'elles sont visibles ou peu visibles. Et quand elles sont visibles, on va évaluer est-ce qu'elles sont développées ou peu développées. Ensuite, on s'intéresse à la forme de la pupille. La pupille, on va voir si elle est horizontale, verticale ou ronde. Le tympan. Pour le tympan, on va voir s'il est présent ou absent. L'extrémité des doigts et des orteils. Alors, les doigts, c'est au niveau des membres antérieurs et les orteils, c'est au niveau des membres postérieurs. Alors, on va voir est-ce qu'ils sont dilatés en pelote adhésive ou non dilatés. La peau, on va voir si elle est lisse, granuleuse, verruqueuse ou pustuleuse. Donc ici, nous avons la peau d'un crapaud et on voit une peau verruqueuse. Alors, pour essayer de vous rapprocher un petit peu de ce que c'est une peau verruqueuse, donc c'est une peau qui présente des verrues. Alors, ces verrues, si on les considère chez l'humain, donc les verrues, ce sont ces excroissances, donc ces durcissements de la peau que l'on voit au niveau des doigts. On peut les trouver au niveau des doigts, au niveau du pied, au niveau de n'importe quelle partie du corps. Donc ça, ce sont les verrues. Et par analogie, donc une peau qui présente cet aspect-là, on va dire chez les anours que c'est une peau qui est verruqueuse. La peau pustuleuse, c'est une peau qui présente des pustules. Les pustules, ce sont des vésicules et qui contiennent un liquide. Généralement, c'est du pus chez l'humain. Et quand un amphibien ou un anour présente une peau qui a cet aspect-là, on dira que c'est une peau qui est pustuleuse. L'ensemble des caractères qui ont été utilisés dans la systématique des anours, à savoir les glandes parotoïdes, le tympan, la peau, la forme de la pupille, l'extrémité des doigts, va nous permettre de distinguer deux types, le type crapaud et le type grenouille. Le type crapaud présente un corps qui est massif, qui est trapu et qui est ramassé. Par contre, le type grenouille présente un corps qui est svelte et un corps qui est fin. Le crapaud possède une peau verruqueuse ou pustuleuse. Le type grenouille présente une peau qui est lisse ou granuleuse. Le type crapaud va présenter des glandes parotoïdes qui sont développées et à sécrétion toxique. Chez les grenouilles, par contre, les glandes parotoïdes sont absentes ou alors elles sont réduites. Et quand elles sont réduites, là, elles sont à sécrétion non toxique. Nous allons citer deux familles pour chaque type. Pour le type crapaud, il y a la famille des Buffonidés avec un représentant qui est le crapaud de Mauritanie, qui est très commun au Maroc et qui pond dans les oueds et les dayas. Et il y a la famille des Discoglossidés dans laquelle on peut citer le crapaud accoucheur. On reviendra pour voir pourquoi cette appellation de crapaud accoucheur. Chez les grenouilles, il y a la famille des Ranidés
dans laquelle on peut citer la grenouille verte, qui est une grenouille essentiellement aquatique. Et la famille des Hylidés avec un représentant, la rainette verte, dont les doigts sont terminés par des pelotes adhésives. Et cette grenouille est arboricole, c'est-à-dire qu'elle peut vivre au niveau des arbres. Donc ici, quelques photos pour illustrer ce qui a été dit. Donc nous avons ici des crapauds, deux crapauds, ce qu'on appelle les crapauds communs. Donc on les reconnaît au fait que la peau est verruqueuse, que les glandes parotoïdes sont bien développées, donc la peau verruqueuse et glandes parotoïdes bien développées. Ici, nous avons parlé des glandes parotoïdes. On a dit que c'était des glandes à sécrétion toxique. Donc, nous voyons ici le cas d'un crapaud, donc, qui, quand il a été attrapé, il est stressé et donc il va sécréter cette substance toxique, donc l'équivalent de venin. Je reviens au crapaud accoucheur. Alors pourquoi il a été appelé comme ça? Tout simplement en raison du comportement du mâle qui entortille, c'est-à-dire qui enroule les œufs qui sont pondus par la femelle autour de ses pattes postérieures au moment de la ponte. Il va les garder ainsi sur les pattes postérieures jusqu'à l'éclosion et en les humidifiant régulièrement dans un plan d'eau. Ce crapaud accoucheur est reconnaissable grâce à sa peau pustuleuse et aussi à sa pupille verticale. Pour ce qui est du type grenouille, nous avons ici quelques représentants. Donc la grenouille verte, la grenouille rousse. Donc ce sont deux espèces qui sont essentiellement aquatiques. Et nous avons la rainette. La rainette chez laquelle on a dit que les doigts et les orteils sont terminés par des dilatations, des pelotes adhésives. Donc c'est ce qui lui permet de s'agripper aux arbres, donc aux troncs et aux branches des arbres. Donc c'est pour ça qu'on a dit que cette espèce était arboricole. La deuxième sous-classe, c'est celle des urodélomorphes, avec tout d'abord l'ordre des urodèles. Leur corps est allongé, contrairement aux anoures qui possédaient un corps qui est court, ramassé et trapu, donc corps allongé. On va noter la présence d'une queue bien développée chez l'adulte, tandis qu'elle était absente chez les anoures. Il y a 4 pattes marcheuses subégales, c'est-à-dire pratiquement de même taille, et dans ce cas-là, ce sont les pattes antérieures qui apparaissent en premier. On se rappellera que chez les anoures, c'était les pattes postérieures qui apparaissaient en premier. La larve est peu différente de l'adulte, sauf par la présence de branchies externes. C'est-à-dire que la larve et l'adulte vont avoir la même allure, le même aspect, et on va reconnaître la larve par donc les branchies externes. Une comparaison larve-adulte. La larve est dulcicole,
et l'adulte est dulcicole ou plus ou moins terrestre. La larve va respirer par des branchies externes et jamais internes. Donc ces branchies restent tout le temps externes, quel que soit le stade larvaire. L'adulte va avoir une respiration pulmo-cutanée. La larve présente une queue natatoire qui va persister chez l'adulte. Donc l'adulte aura toujours une queue. Le déroulement de la métamorphose chez les urodèles. Nous avons ici une larve à l'éclosion et on voit donc les branchies. Au stade suivant, il y a un développement des branchies externes et aussi un accroissement de la taille de la queue. Au stade ultérieur, on voit apparaître les pattes antérieures. Et on notera que les branchies sont toujours là et qu'elles sont de plus en plus développées. Au stade suivant, on est en présence d'une larve à 4 pattes subégales, à branchies très développées et à queue qui est développée aussi et qui est persistante. Justement, la persistance ou non-persistance des branchies à l'état adulte, c'est-à-dire est-ce qu'à l'état adulte on va retrouver ou non ces branchies, ça va nous permettre de distinguer 3 formes d'urodèle. Le sous-ordre des pérennibranches. Ce sont des urodèles qui conservent toujours leurs branchies à l'état adulte. Dans ce cas-là, on parlera de néoténie constante. La néoténie, c'est la capacité de se reproduire tout en conservant un caractère larvaire. Ici, il s'agit des branchies externes. C'est aussi synonyme de reproduction larvaire. Donc, un exemple de pérennibranche, c'est la protée. Alors, cette protée, on voit les branchies qui sont externes. Cette protée est cavernicole, c'est-à-dire qu'elle vit au niveau des cavernes, des grottes, donc un milieu qui est plus ou moins humide. Dépigmentée, donc vous voyez, elle n'a pas de couleur, ou plutôt une couleur blanc rosé, et elle est aveugle. Le sous-ordre des ambistomoïdés. Ce sont des urodèles qui peuvent conserver leurs branchies à l'état adulte. On parlera ici d'une néoténie facultative. Dans ce cas-là, celui de l'axolote, il peut conserver toute sa vie des branchies externes et se reproduire sous cette forme, mais il peut aussi se métamorphoser et donner un adulte terrestre. Donc, quand il conserve ses branchies externes, il a un mode de vie aquatique, donc quand les branchies demeurent externes. Mais quand il perd ses branchies, c'est-à-dire quand il se métamorphose, dans ce cas-là, il donnera un adulte qui est terrestre. Le sous-ordre des salamandroïdés. Ici, ce sont des urodèles dont les branchies disparaissent à l'état adulte. Nous sommes donc en présence d'une métamorphose qui est complète.
Deux exemples pour illustrer ce sous-ordre. Tout d'abord, la salamandre, qui présente un tégument noir et jaune et une queue à section arrondie. Et le pleurodèle, qui présente un tégument brun, donc un tégument de couleur marron, plus ou moins, à queue aplatie latéralement. Donc voilà les deux représentants que l'on trouve dans le sous-ordre des salamandroïdes. Toujours dans la sous-classe des urodélomorphes, il y a l'ordre des gymnophiones, que l'on appelle aussi apodes. Alors, pour rappel, dans les caractères généraux, nous avons cité deux fois les gymnophiones pour parler d'exception. Ce sont des amphibiens à corps allongé, vermiformes, donc qui ont l'aspect d'un ver, on peut dire aussi serpentiformes, et à peau annelée. Vous voyez, au niveau de la peau, on trouve des anneaux. Donc on parlera d'une peau annelée. Ça nous rappelle un petit peu le lombric ou le ver de terre. Ils sont dépourvus de pattes, donc ils rampent. Dépourvus de pattes, c'est ce qui explique l'appellation d'apode. On va noter l'absence totale de la queue. Ils sont à fécondation interne, alors que tous les autres amphibiens sont à fécondation externe. Ils sont terrestres, mais néanmoins, ils vivent dans des galeries de terre humide, donc il y a quand même besoin d'une certaine humidité pour éviter la dessiccation de la peau. Ils sont aveugles et ils sont fouisseurs. Comme exemple, nous avons la cécilie qui vit dans les zones tropicales humides d'Afrique. Donc voilà pour cette classe des amphibiens pour laquelle nous avons étudié trois ordres, l'ordre des anoures, l'ordre des urodèles et l'ordre des gymnophiones. Donc à la fin de ce chapitre au niveau de votre polycopier, vous avez une planche de synthèse qui résume tout ce qui a été dit ici. La classe suivante, c'est la classe des reptiles. Alors, au niveau systématique, nous sommes dans le sous-embranchement des gnatostomes, la superclasse des tétrapodes. Ce sont des vertébrés tétrapodes, sauf exception. Et la première idée qui nous vient à la tête, ou le premier cas qui nous vient à la tête, c'est celui des serpents. Mais on verra qu'il y a d'autres exceptions. Ils sont amniotes, c'est-à-dire qu'il y a présence d'un amnios. Alors l'amnios, c'est la membrane qui entoure l'embryon et qui l'isole en milieu aquatique. Par comparaison aux amphibiens, vous vous rappelez, on a dit qu'ils sont amniotes. Anamniotes, pardon, ça veut dire qu'ils sont dépourvus d'amnios. Ici, l'amnios est présent. Ils sont poikilothermes. On dira aussi hétérotherme, donc la température corporelle est variable. Ils sont à respiration pulmonaire. Ils ne présentent pas de métamorphose.
Leur peau est recouverte d'écailles cornées qui sont d'origine épidermique et que l'on appelle les cornéoscutes. Et on trouve parfois des os dermiques que l'on appelle ostéodermes. Leur peau est sèche, c'est-à-dire qu'elle présente peu ou alors pas de glandes tégumentaires du tout. Ils sont à fécondation interne. Certaines espèces sont ovipares et d'autres ovovivipares. Donc on pourra donner une petite définition pour chacun de ces modes. Ovipare, ça veut dire que les œufs sont enfouis, c'est-à-dire cachés dans le sol, et ils sont incubés au soleil. Chez les ovipares, les œufs sont incubés dans les voies génitales de la femelle sans qu'elle ait de relation nutritionnelle avec les embryons. La classe des reptiles comporte 4 ordres actuels: les chéloniens, les rhinchocéphales, les crocodiliens et les squamates. L'ordre des chéloniens regroupe ce que l'on appelle communément les tortues. Donc, la première caractéristique, c'est que le corps est enfermé dans une carapace. Cette carapace est constituée d'ostéodermes, donc des os dermiques, que l'on va retrouver au niveau du bouclier dorsal, qui est généralement bombé, et aussi au niveau du plastron ventral, qui est plat. Et elle comporte une couche externe constituée de cornéoscutes. Donc c'est un revêtement d'écailles cornées. La coupe transversale d'une carapace nous montre donc la localisation ou la position, la situation des cornéoscutes, donc c'est ce que l'on voit extérieurement. En dessous, on va trouver les ostéodermes. Donc on les trouve aussi bien au niveau du bouclier dorsal qu'au niveau du plastron ventral. Et ici, nous avons donc la colonne vertébrale. Donc les cornéoscutes, c'est tout ce qui est externe. Donc nous, quand on observe ou quand on regarde une tortue, ce que l'on voit, c'est une couche de cornéoscutes. Et en dessous, il y a les ostéodermes. L'illustration suivante va nous montrer donc ici les cornéoscutes. Et en dessous de chaque cornéoscute, il y a un ostéoderme. Donc voilà l'aspect du bouclier dorsal qui est généralement bombé et le plastron ventral qui est plat. La tête est de petite taille avec des mâchoires cornées, c'est-à-dire des mâchoires qui sont dures. Elles sont dépourvues de dents, mais toutefois elles sont à bord tranchant, c'est-à-dire coupant. Donc on voit ici les mâchoires cornées. Mâchoires cornées. Selon les espèces, le régime alimentaire peut être omnivore, c'est-à-dire un régime alimentaire varié, où il y aura aussi bien des particules animales que végétales. Peut être herbivore, donc à base de végétaux, ou alors carnivore à base de chair. On notera l'absence de mues chez les chéloniens. Leurs membres sont courts et ils sont munis de doigts griffus et parfois palmés
ou alors transformée en palette natatoire. La queue est toujours présente, mais elle est de petite taille, elle est courte. Ils sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils enterrent leurs œufs qui incubent à la chaleur solaire. Le mode de rétraction du cou, c'est-à-dire quand le cou se retire dans la carapace, permet de diviser les chéloniens en deux sous-ordres. Le sous-ordre des pleurodires, pleuro qui veut dire sur le côté. La rétraction du cou dans la carapace, alors je précise bien, c'est la rétraction du cou et non pas de la tête. La rétraction du cou dans la carapace est incomplète, comme on peut le voir ici. Donc voici le cou et on voit qu'il n'est pas entièrement rentré dans la carapace. Et la tête, par contre, elle se trouve sur le côté. Donc elle peut être soit de ce côté-là, soit de l'autre. Donc, comme on peut le voir ici, le cou apparaît en partie seulement et la tête est positionnée sur le côté. Les pleurodires ne comptent pas beaucoup d'espèces et ces espèces sont dulcicoles et elles vivent en zone tropicale. Le sous-ordre des cryptodires, crypto qui veut dire caché. Dans ce cas-là, la rétraction du cou dans la carapace est complète. Donc voici le cou et il est entièrement rentré dans la carapace. Donc comme on peut le voir ici, vous voyez, il n'y a que l'extrémité de la tête qui est visible. Le cou est entièrement rétracté à l'intérieur. Chez les cryptodires, il y a de nombreuses espèces et qui colonisent des milieux variés, comme le milieu marin, le milieu dulcicole ou alors le milieu terrestre. Alors, nous allons voir un exemple pour chacun de ces milieux. Dans le milieu marin, il y a la tortue luth, ou ce qu'on appelle aussi la tortue cuir. C'est le plus grand des chéloniens, il mesure à peu près 2,50 m de long pour quelque chose comme 500 kg. La carapace est incomplète, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de cornéoscute. Donc la carapace est entièrement constituée d'ostéoderme. Les membres sont transformés en palettes natatoires. Donc c'est ce qui permet à l'animal d'évoluer dans le milieu. Donc c'est ce qui lui permet de nager. Ce sont des tortues pélagiques, donc qui vivent au large, loin des côtes, et elles sont piscivores. Piscivores, ça veut dire qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons, mais elle peut aussi se nourrir d'autres organismes marins. Cette tortue va pondre sur les plages de sable. Donc on voit ici, alors généralement la ponte a lieu la nuit et la femelle va enterrer les œufs. Donc elle sort de l'eau pour aller vers les plages de sable pour pondre et après la ponte, elle revient vers l'eau et les œufs, au bout d'un certain temps, à l'éclosion, il en sort de toutes petites tortues qui vont faire le maximum pour arriver au niveau du rivage et donc pour regagner le milieu marin.
Dans le milieu dulcicole, on citera la tortue lépreuse. Cette tortue présente une carapace qui est complète, c'est-à-dire qu'elle présente des cornéoscutes et des ostéodermes. Et au niveau de la forme, cette carapace est aplatie. Les pattes sont palmées et les doigts griffus. Alors, pattes palmées, ça veut dire qu'il existe une palmure, c'est-à-dire une membrane entre les doigts. Et ces doigts sont griffus, donc ils présentent des griffes à l'extrémité. C'est une tortue qui est dulcicole et on va la retrouver au niveau des oueds et des mares. Mais elle n'est pas strictement dulcicole puisqu'on peut dire qu'elle est amphibie. Alors cette tortue peut rester dans l'eau un certain temps, mais elle peut aussi regagner la terre ferme. Donc c'est pour ça qu'on dit amphibie, donc il y a deux milieux de vie. Elle est omnivore et plutôt nocturne. Nocturne, ça veut dire qu'elle a une activité maximale la nuit. Dans le milieu terrestre, on peut citer la tortue grecque. Alors c'est la tortue la plus commune, la tortue grecque. Ici, la carapace est complète, donc ostéoderme et cornéoscute, et au niveau de la forme, la carapace est bombée. Les membres sont arrondis et les doigts très courts. Comme on peut le voir ici, les doigts sont très courts et ils sont fortement griffus. Donc les griffes ici, elles sont épaisses et elles sont dures. C'est ce qui leur permet aussi de creuser la terre pour parfois se cacher quand elles rentrent en hibernation. C'est une tortue qui est herbivore et qui vit dans les milieux arides, c'est-à-dire les milieux secs, et avec des touffes de végétation. L'ordre des rhynchocéphales. Dans cet ordre-là, il y a une seule espèce actuelle qui est le Sphenodon punctatus, ou qu'on appelle aussi Ateria. Elle vit sur certaines îles de la Nouvelle-Zélande où elle est protégée. Donc, une seule espèce actuelle. Elle présente des cornéoscutes seulement. Donc là, il n'y a pas d'ostéoderme, que des cornéoscutes. C'est une espèce qui est nocturne et carnivore. Donc dans cet ordre, un seul représentant actuel. L'ordre des crocodiliens. Ce sont des reptiles tétrapodes de grande taille, à museau allongé et à corps également allongé, et munis de pattes palmées et terminés par une longue queue. Leurs yeux, narines et oreilles sont très dorsaux et ils affleurent par rapport à l'eau en position de repos, donc ils dépassent de la surface de l'eau en position de repos. On parlera ici d'une position périscopique. Donc nous voyons ici la tête d'un crocodilien et on peut voir, donc là c'est la surface de l'eau et tout ce qui dépasse ici, ce sont les yeux, les narines et les oreilles. C'est ce qu'on appelle donc la position périscopique et elle est caractéristique des vertébrés amphibies.
Leur orifice cloacal est longitudinal. Alors le cloaque, c'est l'orifice où débouchent les cavités urinaires et génitales. Leur corps est recouvert d'ostéodermes dorsaux qui sont puissants, c'est-à-dire qui sont très forts. Donc là, il n'y a pas de cornéoscute, mais seulement des ostéodermes. Ce sont des prédateurs à l'affût, c'est-à-dire qu'ils vont se cacher pour appréhender, pour attraper leur proie. Comme exemple, nous pouvons citer les crocodiles, les alligators, les caïmans et les gaviales. Donc voici un crocodile, l'alligator, le gavial que l'on reconnaît par un museau qui est pointu. Donc un museau qui est long mais qui est pointu. Et le caïman. Le quatrième ordre, c'est celui des squamates. En général, les membres sont pentadactyles, c'est-à-dire munis de 5 doigts. Mais parfois, ces membres peuvent régresser, c'est-à-dire réduire de taille, ou alors disparaître complètement, de même que les ceintures. On va noter l'absence totale d'ostéodermes. Dans ce cas-là, le corps va être recouvert de cornéoscutes et ces cornéoscutes vont être de forme et de taille variables. D'ailleurs, c'est un critère qui va intervenir pour distinguer différentes familles dans cet ordre-là. L'orifice cloacal est transversal, tandis que chez les crocodiliens, il était longitudinal. Cet ordre est subdivisé en 2 sous-ordres, les sauriens et les ophidiens. Les sauriens que l'on appelle aussi des lézards, mais là au sens large. Leurs membres sont généralement présents. Alors si je dis généralement, ça veut dire qu'on pourra peut-être parler d'exception. Donc membres généralement présents, souvent pentadactyles, et ils sont munis de griffes. La tête et le tronc sont plus ou moins allongés et la queue assez longue. La desquamation, c'est-à-dire la mue de l'épiderme, alors on rappelle que l'épiderme est constitué d'écailles cornées. Cette desquamation va se faire par lambeaux, c'est-à-dire par petits fragments, par petits morceaux. Donc on voit ici des lambeaux, des fragments de mue qui vont se détacher petit à petit du corps de l'animal. Ils sont généralement prédateurs, ça veut dire qu'ils vont attraper des proies. Et là, c'est surtout des arthropodes, donc ils vont surtout se nourrir d'arthropodes et ils sont rarement herbivores. Le cas que je peux vous citer d'un saurien herbivore, c'est le cas du fouette-queue que l'on verra par la suite. Ils chassent à vue, donc là c'est l'inverse de prédateurs à l'affût comme on en a parlé chez les crocodiliens. Ici ils se mettent en face de leur proie et ils vont utiliser la langue, cette langue qui est protractile, c'est-à-dire qui peut être éjectée vers l'extérieur de manière à ramener la proie vers la bouche de l'animal. Donc ici, la langue constitue l'organe de prédation, donc l'organe de chasse. Les yeux sont à paupières mobiles avec une paupière
supérieure, une paupière inférieure et aussi une membrane nictitante. Donc là, on pourra dire que la fermeture des yeux est possible. Alors, pour ce qui est de la membrane nictitante, donc nous allons voir sur ce petit dessin. Donc ici, la paupière supérieure et la paupière inférieure. Et latéralement, nous avons la membrane nictitante. Alors, comment se fait la fermeture? Donc, cette membrane va se déployer sur l'œil et ensuite les paupières vont s'avancer l'une vers l'autre jusqu'à la fermeture des yeux. Cette membrane nictitante, c'est ce qu'on peut aussi, par exemple, observer chez les oiseaux. Donc voilà, toujours elle est là située latéralement. Vous voyez, elle se déploie sur l'œil jusqu'à le recouvrir entièrement et ensuite les paupières vont pouvoir se rapprocher. Dans les caractères généraux des sauriens, on a dit qu'ils présentaient uniquement des cornéoscutes de forme et de taille variables. Et c'est ce critère qui va être retenu pour distinguer les familles dans le sous-ordre des sauriens. Alors, pour les différentes familles que nous allons passer en revue, on parlera de la forme et de la taille des cornéoscutes. On parlera aussi de particularités quand elles existent. La famille des géconidés présente un corps trapu et qui est recouvert de petites écailles qui sont granuleuses, donc qui ont l'aspect de grains, et elles sont irrégulières, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même taille. Donc nous voyons ici ces écailles granuleuses. Ventralement, les écailles sont petites, elles sont plates, elles sont hexagonales et imbriquées. Donc ventralement, les écailles sont plates, elles sont arrondies ou hexagonales et elles sont imbriquées. Tandis que dorsalement, ce sont de petites écailles qui sont granuleuses. La tête est large, elle est aplatie et elle est triangulaire. Les pattes présentent des doigts qui sont terminés par des dilatations et elles sont munies de lamelles adhésives sur la face externe. Ces lamelles adhésives, c'est ce qui leur permet justement de grimper. Alors, ces géconidés, grâce à la présence de ces lamelles adhésives, on peut très bien les trouver sur un support qui est vertical, comme par exemple sur les murs, comme on peut les trouver sur un support horizontal. Parfois on les trouve accrochés au plafond. Et parfois même, on peut les trouver accrochés au niveau des vitres de fenêtres. Et ce qui leur permet de grimper, c'est donc ces lamelles adhésives. La queue est fragile, c'est-à-dire qu'elle peut casser facilement. Et là, on va parler d'autotomie caudale. Donc, ça veut dire que la queue a la capacité de se couper elle-même. Mais même si la queue est fragile, elle va régénérer, c'est-à-dire qu'elle va pousser, elle va à nouveau grandir. Ce sont des animaux qui sont crépusculaires ou nocturnes.
Nous avons ici le cas de la Tarente commune, que l'on appelle aussi le gecko. La famille des agamidés. Ces agamidés sont très variables par leur morphologie, c'est-à-dire leur forme, leur aspect, et aussi par leurs mœurs, c'est-à-dire leur mode, leur habitude de vie. Leur corps est aplati dorso-ventralement et il est recouvert d'écailles plus ou moins épineuses. Tout à l'heure, pour la famille des géconidés, c'était des écailles qui étaient petites et granuleuses. Et ventralement, elles étaient plates. Ici donc, des écailles plus ou moins épineuses. Il n'y a pas de grande plaque symétrique au niveau de la tête. Leur queue est longue et non fragile. Comme exemple, on peut citer le fouette-queue, ou que l'on appelle aussi dope, et qui est herbivore et qui est caractérisé par une queue qui est large, aplatie et armée d'anneaux épineux. Nous le verrons sur l'illustration. Le deuxième exemple, c'est la gamme de biberon qui est insectivore. Donc vous voyez déjà ici les différences au niveau des mœurs. Ici herbivore et ici insectivore. Présence de bouquets d'épines sur les côtés de la tête et du cou. Donc nous voyons ici un fouette-queue, donc là ce sont des écailles qui sont plus ou moins épineuses. Là on a parlé d'une queue qui est large, qui est aplatie, voyez, et qui est armée d'anneaux, et ces anneaux présentent des épines. Donc le fouette-queue qui est herbivore. Nous avons ici la gamme de biberon. Donc on voit bien l'aspect des écailles qui sont épineuses. Alors, chez la gamme de biberon, on a dit qu'il existe des bouquets d'épines à l'arrière de la tête et du cou. La famille des Lacertidés, là ce sont les vrais lézards. Alors on a dit que les sauriens c'était ce qu'on appelait les lézards au sens large, mais là les Lacertidés ce sont les vrais lézards. Ce sont des sauriens aux formes élancées, c'est-à-dire aux formes fines. Leurs écailles céphaliques se présentent sous forme de grandes plaques symétriques et à disposition constante, avec le plus souvent une écaille occipitale. Ce caractère-là est très très important. D'ailleurs, je l'ai noté en gras. La nomenclature de ces écailles est utilisée en systématique. Alors, la nomenclature, c'est-à-dire le nom, l'appellation de ces écailles, elle est utilisée en systématique. Alors, justement, pour retrouver le nom de ces écailles, nous avons ici le dessin de la tête d'un Lacertidé. Donc, en allant de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête, donc de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête, nous allons distinguer un certain nombre d'écailles. C'est ce qu'on appelle des écailles ou des plaques céphaliques. Donc écailles céphaliques ou plaques céphaliques. Tout à fait à l'extrémité, à la partie antérieure, nous allons trouver une écaille que l'on appelle l'écaille rostrale. Ensuite, là où se trouve l'ouverture des narines, on va parler d'écailles nasales. Donc les écailles qui entourent la narine, on l'appelle écaille nasale.
Ensuite, nous avons cette écaille-là qui est située, qui pénètre les deux écailles nasales. Donc là, nous allons l'appeler internasale. Et là, il y en a une seule. Il y a une seule écaille internasale. Il y a deux écailles nasales, puisque là, il y a quand même un plan de symétrie bilatérale. Alors, on va laisser de côté momentanément ces deux écailles-là et on va passer à cette écaille. Alors, cette écaille est située entre les yeux. Alors, la partie située entre les yeux, c'est ce qu'on appelle le front. Et donc là, on parlera d'écaille frontale. Alors maintenant, je vais revenir à ces deux écailles-là. Au niveau de leur position, si on va de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête, elles sont situées avant l'écaille frontale. Donc on va les appeler écailles préfrontales et elles sont au nombre de 2. Là aussi, je vais laisser de côté ces deux écailles-là et je vais passer à la partie postérieure de la tête et c'est ce qu'on appelle la zone pariétale. Donc ces écailles-là, ce sont les écailles pariétales ou plaques pariétales. Entre ces deux écailles-là, il y a celle-ci. Alors, elle est située entre les deux pariétales, donc je vais l'appeler interpariétale. Alors, si on revient maintenant à ces deux écailles-là, elles sont situées à la jonction entre la frontale et la pariétale. Donc, nous allons les appeler fronto-pariétales. Et tout à fait à l'arrière, nous allons trouver cette petite écaille que l'on appelle écaille occipitale et qui est caractéristique des lacertidés. Donc la présence de l'écaille occipitale nous indique que nous sommes en présence de la famille des lacertidés. Maintenant, les écailles qui se trouvent au-dessus de l'œil, c'est ce qu'on va appeler les écailles sus-oculaires. Et entre l'œil et les écailles sus-oculaires, nous allons trouver des petits grains comme ça, que l'on va appeler les granules surcilaires, c'est-à-dire c'est l'équivalent des sourcils. Et là, c'est l'orifice auditif, donc le tympan. Donc, peut-être qu'on va revenir sur ce dessin et j'insiste sur l'importance de la nomenclature des écailles céphaliques. Très important en systématique et en détermination. Donc, de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête, nous distinguons tout d'abord l'écaille rostrale. Ensuite, là où il y a l'ouverture des narines, il y a l'écaille nasale et elles sont bien sûr au nombre de 2. Entre les deux écailles nasales, nous avons l'internasale. Dans le cas de la famille des lacertidés, il y a une seule internasale. Ensuite, la zone frontale, avec donc l'écaille frontale. Et avant les écailles frontales, on va trouver les préfrontales. Tout à fait à l'arrière de la tête, il y a donc les écailles pariétales, une de chaque côté. Et entre les deux, il y a l'écaille interpariétale, donc entre les pariétales. Ces écailles-là, qui sont à la limite
entre la frontale et la pariétale sont appelés fronto-pariétales. L'écaille qui se trouve à la partie postérieure de la tête, c'est ce que l'on appelle l'écaille occipitale, et on a dit qu'elle était caractéristique de la famille des Lacertidae. Les écailles au-dessus des yeux, ou les plaques au-dessus des yeux, ce sont les écailles sus-oculaires, ça veut dire sur les yeux. Ensuite, ici, des granules surcilaires, et là, l'orifice auditif qui est le tympan. Donc, au niveau de la tête, il y a des écailles qui sont à disposition constante. Maintenant, au niveau des écailles du corps. Alors, les écailles dorsales sont granuleuses, ou alors elles peuvent être imbriquées. Et quand elles sont imbriquées, elles peuvent être lisses ou carénées, c'est-à-dire l'écaille va présenter une carène, comme un sillon au milieu de l'écaille. Donc, imbriquées, ça veut dire qu'ils sont recouvrantes, qui sont chevauchantes. Donc, nous avons deux éventualités au niveau des écailles dorsales. Elles peuvent être granuleuses, donc vous voyez des petits grains comme ça, ou alors elles peuvent être imbriquées, c'est-à-dire recouvrantes, chevauchantes, et elles peuvent être lisses, c'est-à-dire qui ne présentent pas de carène, ou alors quand elles présentent une carène, on dira que ce sont des écailles qui sont imbriquées. Les écailles ventrales, par contre, sont de grande taille, elles sont quadrangulaires, c'est-à-dire qu'il y a 4 angles, et elles sont juxtaposées, donc déposées ou disposées les unes à côté des autres. Donc des écailles ventrales quadrangulaires et juxtaposées. On va noter l'existence de pores fémoraux sous le fémur, au niveau de la face interne des cuisses, et ces pores fémoraux vont libérer des substances odorantes de marquage. Donc vous voyez ici tous ces orifices, ce sont les pores fémoraux, et on les retrouve essentiellement chez les Lacertidae. Ce sont des organismes qui sont diurnes, c'est-à-dire à activité maximale le jour, et ils sont insectivores, se nourrissant donc d'insectes. Comme exemple, je vais vous citer 3 genres qu'il faut impérativement connaître: le genre Lacerta, le genre Psammodramus et le genre Acanthodactylus. Donc 3 genres très importants: le genre Lacerta, le genre Psammodramus et le genre Acanthodactylus. Nous avons ici la représentation ou l'exemple du lézard ocellé au Maroc, et donc le nom de l'espèce c'est Lacerta tangitana. Alors ici on va parler d'ocelles, lézard ocellé, c'est-à-dire qui présente des ocelles. Alors ces ocelles, ce sont des ornementations sphériques que l'on retrouve au niveau du dos de l'animal, et ces ornementations, elles sont sombres foncées à l'extérieur et elles sont plus claires à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on appelle les ocelles. Donc on peut observer ici au niveau de la tête qu'il y a des écailles qui sont à disposition constante. Donc à la limite, on peut même reconnaître quelques écailles. Donc ici les nasales, l'internasale, les préfrontales, la frontale, les susoculaires, les fronto-pariétales, pariétales, interpariétales et occipitales.
La famille des syncidés. Ce sont des sauriens dont les membres peuvent être réduits, donc en taille, et ils peuvent être à 3, 4 ou 5 doigts, et parfois ces membres peuvent être absents. Donc vous voyez ici la réduction de la taille des membres par rapport au reste du corps. Le corps est cylindrique. Le corps cylindrique. Et il est uniformément recouvert d'écailles cycloïdes ou hexagonales et qui sont imbriquées, semblables entre elles, lisses et brillantes. Donc là, on ne va pas faire la différence entre écailles dorsales et écailles ventrales. Donc dorsalement et ventralement, on retrouve des écailles qui ont la même forme. Ce sont des écailles qui sont cycloïdes, c'est-à-dire sphériques, ou elles peuvent être hexagonales, donc à 6 côtés, et elles sont imbriquées. Donc regardez ici, des écailles hexagonales, vous voyez, 6 côtés pour chaque écaille. Elles sont semblables, elles sont identiques entre elles, et elles sont lisses et brillantes. C'est-à-dire que là, on ne dira ni granuleuse, ni carénée, ni épineuse, rien du tout. Donc, ce sont des écailles qui sont lisses. Les écailles céphaliques, comme chez les lacertidés, sont sous forme de grandes plaques symétriques et à disposition constante. La différence, c'est que là, il n'y a pas d'écailles occipitales, mais par contre, il existe une série d'écailles que l'on appelle des écailles nucales, c'est-à-dire des écailles au niveau de la nuque étant l'arrière du cou. Absence de pores fémoraux. Ce sont des lézards qui sont fouisseurs, arénicoles. Arénicoles, donc ça veut dire qu'ils vivent en milieu sableux. Et donc par conséquent, on va les trouver dans les milieux désertiques. Comme exemple à connaître absolument, les genres Syncus, Eumesses et Chalcides. Donc 3 genres importants, Syncus, Eumesses et Chalcides. Alors, nous avons ici un représentant du genre Eumesses. Alors, nous allons voir maintenant les écailles que l'on trouve au niveau de la tête. Donc, nous allons procéder comme pour les lacertidés en allant de la partie avant vers la partie arrière de la tête. Tout à fait à l'extrémité antérieure, on va trouver l'écaille rostrale. Ces deux orifices donc nous indiquent les narines et par conséquent on va y trouver les écailles nasales, donc au nombre de 2. Maintenant, entre les écailles nasales, on va trouver 3 écailles que l'on appelle les écailles internasales. Donc elles sont au nombre de 3. C'est une première différence par rapport à la famille des lacertidés. Alors si vous vous reportez à votre polycopier, vous allez voir qu'on a noté l'existence d'une seule internasale chez les lacertidés, tandis qu'ici il y en a 3. Donc l'écaille qui se trouve entre les yeux, au niveau de la zone du front, c'est ce qu'on a appelé l'écaille frontale. Toujours en allant de l'avant vers l'arrière de la tête, ces écailles-là sont situées avant la frontale, donc nous les avons appelées préfrontales. En allant à la partie arrière de la tête, ici, ce sont donc les écailles pariétales. Donc, une écaille pariétale et une autre ici. Entre ces 2 écailles pariétales, il y a cette écaille que l'on appelle
l'écaille donc entre les pariétales. Interpariétales. Celles-ci, elles sont à la limite entre la frontale et la pariétale, donc elles sont appelées fronto-pariétales. Et tout à fait à l'arrière de la tête, nous allons trouver une série d'écailles qui sont allongées, et c'est ce qu'on a appelé des écailles nucales. Donc elles sont au niveau de la nuque de l'animal, c'est-à-dire la partie arrière du cou. Ça, c'est la disposition des écailles céphaliques chez le genre Eumesses. Nous allons voir que chez le genre ici ce sont les écailles susoculaires, donc sur les yeux. Donc je disais ça, c'est la disposition des écailles céphaliques chez le genre Eumesses. Nous allons voir que cette disposition présente des différences par rapport à ce qu'on peut trouver chez le genre Chalcides que voici. Donc nous voyons ici la tête d'un Chalcides et nous allons voir comment sont disposées les écailles. Alors, toujours l'écaille antérieure, c'est la rostrale. Donc ici, c'est la rostrale. Ces orifices, donc bien sûr, ce sont les narines. Et là, c'est la nasale. Alors, dans le cas du genre Chalcides, la nasale peut être en contact avec la rostrale ou alors elle va la pénétrer, comme c'est le cas ici. Donc voilà l'écaille nasale et elle va pénétrer dans la rostrale. Ici, deux internasales. Chez le genre Eumesses, on a noté qu'il y avait 3 internasales. Voilà une autre différence. Ici, nous avons l'écaille frontale. L'écaille frontale. Et là, cette écaille qui vient avant la frontale, nous allons l'appeler préfrontale. Et là, il n'y en a qu'une seule. Tandis que chez le genre Eumesses, il y en a 2, de même que chez la famille des Lacertidae. Ici, ce sont les écailles pariétales. Et entre les deux, il y a l'écaille interpariétale. Tout à fait à l'arrière de la tête, toujours ces mêmes écailles allongées que l'on appelle écailles nucales. Là, ce sont les écailles que l'on trouve sur les yeux, donc elles sont appelées écailles susoculaires. La différence par rapport, une autre différence qui est fondamentale par rapport au genre Eumesses, c'est qu'il n'y a pas de fronto-pariétal. Donc, l'absence de fronto-pariétal nous indique que nous sommes en présence du genre Chalcides. Alors, pour tout ce qui est relatif à ces écailles céphaliques de sauriens, donc la famille des Lacertidae, Syncidés, je vous demande de vous reporter à votre polycopier pour noter ces légendes sur vos dessins. Donc, c'est une partie qui est très importante dans la détermination et la systématique des sauriens. Donc, les écailles céphaliques, vous revenez à votre polycopier, à la page qui comporte ces dessins, et vous notez ces légendes sur votre polycopier.
Et vous pouvez de la même manière faire un petit tableau où vous allez noter le nombre d'écailles pour chaque famille ou chaque genre. Donc c'est ce qui vous donnera un petit aperçu rapide. Donc je reviens, il n'y a pas de frontopariétal chez le genre Chalcides. La famille des caméléonidés, ce sont des sauriens qui sont très évolués. Leur corps est comprimé latéralement et il est recouvert de petits granules, c'est-à-dire des petits grains, qui sont aplatis ou un peu saillants, c'est-à-dire qu'ils sont en relief. La tête est également comprimée latéralement et elle présente de fortes crêtes céphaliques. Les yeux sont coniques et ils ont cette particularité, donc des yeux coniques, et ils ont cette particularité, c'est d'être indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand un œil voit ou regarde dans un sens, l'autre a la capacité et l'aptitude de regarder dans un sens complètement opposé. Donc c'est ce qu'on qualifie des yeux indépendants l'un de l'autre. Les caméléons sont surtout connus pour leur homochromie qui est active, c'est-à-dire cette aptitude à changer de couleur en fonction du support sur lequel ils sont posés. Comme vous pouvez le voir ici, donc les branches ont une certaine couleur et l'animal prend pratiquement la même couleur, donc ça leur sert aussi de camouflage. Les pattes et la queue sont préhensiles, donc vous voyez ici, ça veut dire qu'ils peuvent se mettre autour d'un support, de même que la queue. Donc là, la queue, elle peut s'enrouler autour de la branche et donc ces deux aspects-là montrent qu'il s'agit d'une adaptation à la vie arboricole. La langue est protractile, vous voyez, elle peut être éjectée vers l'extérieur, elle est longue et elle est dilatée à son extrémité. Donc l'animal reste sur place et il va éjecter sa langue qui va aller chercher une proie. Vous vous rappelez, on a parlé chez les sauriens de langue protractile et qui est un organe de prédation. Donc la langue est protractile. Une dernière famille, c'est la famille des Amphisbénidés. Alors, ces Amphisbénidés sont des sauriens qui sont vermiformes. On peut dire aussi serpentiformes, et donc là, les membres sont absents. Leur écaillure est réduite. L'écaillure, c'est l'ensemble des écailles. Et elle est constituée de plaques qui sont disposées en anneaux autour du corps. La tête et la queue nous apparaissent très semblables. On a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre la tête et la queue, car les yeux et les tympans sont cachés sous les écailles. Ce sont des animaux qui sont fouisseurs, donc qui ont l'aptitude de se cacher. Ils sont terricoles, ils vivent dans les terriers et carnivores. Comme exemple, on peut citer l'Amphisbène. Donc, vous voyez, ici, on a dit l'écaillure, elle est annelée. Vous voyez ? Donc sous forme d'anneau, et chaque anneau porte un certain nombre d'écailles. Donc écaillure annelée. Donc si vous pouvez le voir sur cette photo-là, on a l'impression que la tête et la queue se ressemblent.
par le fait que les yeux et les tympans sont cachés sous les écailles. Donc voilà pour ce cours sur les amphibiens et donc une partie des reptiles. Donc très important à retenir et surtout à bien travailler, c'est tout ce qui se rapporte et tout ce qui est relatif aux écailles, c'est-à-dire aux cornes et aux scutes, et surtout les écailles céphaliques des familles de Lacertidae, ainsi que celles de la famille des Syncidés, avec le genre Eumesses et le genre Chalcides. J'insiste bien sur ces trois écailles ou ces trois écaillures céphaliques. Donc, il faut absolument compléter votre polycopier avec les légendes qui viennent d'être donc données. On essaiera de se retrouver, Inch'Allah, pour un autre cours et je vous souhaite bon courage.